Ok les mecs, là je vais m'installer dans mon fauteuil comme un gros Winston Churchill avec un cognac et un cigare, et on va discuter. À mes yeux, cette vidéo je la considère déjà comme un classique shit de la chaîne. Parce que tradition oblige, à chaque nouvel album des Suicide Boys, je me dois de faire une analyse. Et cette fois, je vous promets quelque chose de particulièrement colossal. Bon, tu le sais déjà si t'es abonné à la chaîne, mais les Boys, c'est de très loin mes artistes préférés. Aujourd'hui, je suis donc hyper heureux de vous retrouver pour ce qui était pour moi et pour beaucoup d'entre vous l'album le plus attendu de l'année. Et d'ailleurs, j'ai jamais autant attendu avant de faire une vidéo parce que je voulais vraiment cerner toutes les tracks et je voulais surtout pas vous drop un truc à la va-vite. Et je tiens vraiment à vous remercier pour votre patience les mecs, vous avez été super cool. En tout cas j'ai le sentiment que vous vous rendez compte que faire ce genre de vidéo c'est assez chronophage. Bref, on va pas perdre plus de temps, je sais d'avance que la vidéo va être très longue, donc on va commencer à décortiquer tout ça dans les règles de l'art. Ah oui, et au passage je tiens à présenter mes excuses à mon encadrante de stage, parce que j'ai tout bonnement mis mon projet en stand-by pendant une semaine, uniquement pour préparer cette vidéo. Nous avons des vraies valeurs à défendre. Il y a des priorités dans la vie. Can I make some fucking noise? Hey, the show is canceled. Go home. Go home. If one of y'all can run the dominoes and give me a little medium thing of crispy pepperoni, I really appreciate it. Je vous promets que ça m'avait vraiment manqué de faire des analyses, et comme d'habitude, on va commencer avec la remise en contexte. Alors, déjà concernant la rétrospective de la carrière d'SB, pour le coup, j'ai fait plein de vidéos sur la chaîne qui en parlent. Il y a évidemment mon documentaire qui retrace vraiment toute leur carrière depuis leur début. Si tu fouilles un petit peu, il y a pas mal de vidéos consacrées aux Suicide Boys sur la chaîne. C'est pour ça que je vais pas trop m'étaler parce qu'en vrai, la rétrospective elle est déjà là et elle est déjà bien détaillée dans mes vidéos. Ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il y a un an du coup, les SB nous ont drop Long Term Effect of Suffering qui est pour moi, avec maintenant beaucoup de recul, au sommet de mon classement des meilleurs albums des SB. Et la veille avant la sortie de ce nouvel album, j'avais encore Long Term Effect à fond dans les écouteurs. Voilà, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon moi, il y a vraiment deux grandes phases dans la carrière d'SB. Et le pivot entre ces phases, c'est vraiment l'album I Want to Die New Orleans. Donc là, je te redirige vers mon documentaire. À partir de là, en fait, il y a vraiment une nouvelle synergie et une nouvelle identité qui va se créer, surtout pour Scream d'ailleurs, qui va donc développer un nouveau flow, une nouvelle voix. Il y aura de grands changements dans la vie personnelle de Scream et Ruby. Et on voit une vraie césure en fait entre les projets classiques shit, donc Ragtide in Snake Nest, Eternal Grey, tout ça, et Stop Staring at the Shadow, Manuals from the Dead, l'album solo de Scream, qui est pour le coup l'album le plus éclectique de tous leurs projets, et Long Term Effect of Suffering. Cette refonte complète de leur carrière et symbolise vraiment un nouveau départ personnel pour Scream et Ruby, qui est principalement symbolisé par l'arrêt de la prise de drogue, tout simplement. Et autant dire que depuis cette période, c'est que mon humble avis, mais je trouve que ce qui nous pointe c'est vraiment extrêmement quali, et on a droit à une DA qui est tout bonnement allemande. Ça dans tous les cas, je vais y revenir longuement dans la vidéo. En tout cas, concernant ce nouvel album, on a eu droit à une promo relativement active, donc déjà on a eu qu'un an d'écart finalement avec le dernier projet, donc même un petit peu moins d'un an, donc ce qui est tout à fait honorable. Les SB n'ont pas non plus été totalement absents, donc il y a eu des très belles apparitions avec leurs frères d'armes du Define Record, et notamment un très bon featuring sur l'album de Chequel, un très gros feat de Scream sur l'album de Cheta, et d'ailleurs, fait notable, Scream a quand même produit entièrement l'album de Cheta, donc c'est comme quelque chose qui demande du taf, et ça prouve bien que les mecs sont pas du tout à la retraite, et en fait ils ont jamais arrêté de travailler. Puis hormis ça, récemment on a eu droit à une très grosse performance au Rolling Loud. Les gars, si vous l'avez pas vu, foncez checker ça, je mettrai le lien dans la bio, mais terrible. En tout cas, pour voir si ce troisième album studio s'inscrit dans la digne lignée de ce qui a été produit précédemment, je vous propose tout simplement de nous engouffrer un petit peu plus dans l'analyse, en commençant par ma rubrique préférée, le décryptage de la pochette. On my plate.
Bon, tu te rappelles peut-être de ma vidéo sur Long Term Effect of Suffering, mais dans la vidéo, je disais que la pochette était très bien parce qu'elle était méga symbolique. Mais dans les faits, moi, le design très crayonné, très trash, désordonné, me plaît pas à 100%. Et en tout cas, bon, vu la qualité du projet, j'ai appris à aimer la pochette. Mais de prime abord, j'étais pas vraiment fanatique. Et là, avec Sing Me a Lullaby, My Sweet Temptation, je suis totalement comblé. Cette pochette, c'est simplement une image de Vyacheslav Reznikov, un archiprêtre orthodoxe en provenance de Russie, qui est tragiquement mort en 2011. Bon, évidemment, j'ai fait mes recherches, et c'est quelqu'un qui était relativement prestigieux dans l'église. Alors, il n'y a pas grand chose qui traîne à son sujet sur internet, mais ce mec-là faisait des posts sur le site internet de l'église orthodoxe. Bon, vous allez me dire, ok, quelle est la signification ? Premièrement, et avant tout, je pense que c'est une histoire d'esthétique. Deuxièmement, je tiens du KGB, enfin en vérité plutôt de Reddit, que Scream aurait été baptisé dans une église orthodoxe. Évidemment, ça vient de Reddit, donc à prendre avec des pincettes. Et en tout cas, quand il y a eu le release de la cover au début, moi je me suis dit peut-être, vu qu'ils sont tous les deux dans un mindset assez positif, peut-être qu'ils se sont redirigés vers leur religion, ou on sait jamais. Mais bon, connaissant leur background avec tout ce qui est religieux, ça m'aurait étonné. Alors par contre, j'ai comme le sentiment que depuis que Scream est sobre, il est beaucoup moins incisif envers la religion. Après voilà, ça c'est que des hypothèses et finalement c'est qu'un ressenti. Du coup, revenons à la pochette. Gros orthodoxe barbu des pays de l'Est, croix bling bling, une toche verte visiblement en provenance de Dagoba, et voilà, il en faut pas plus pour me séduire et personnellement j'achète à 100%. Toute cette atmosphère religieuse, premièrement ça colle évidemment avec la back cover qui est vraiment dans la même DA et qui marche très très bien, avec les visuels, ça j'aurai l'occasion d'en parler dans la vidéo, et ça colle finalement avec le titre à rallonge Sing Me a Lullaby, My Sweet Temptation. Un titre qui fait indirectement référence à cette dualité entre le bien et le mal, et ce qui est finalement le ciment même de la religion. Sing Me a Lullaby, My Sweet Temptation, c'est donc 13 tracks pour 36 minutes de pur régal. Et d'ailleurs, on peut noter une vraie cohérence entre le titre, la cover et la tracklist qui est elle aussi blindée de références à la religion. Premièrement, on a évidemment Genesis, donc la Genèse, Escape from Babylon, qui pour le coup a deux sens de lecture, donc qui a le sens premier avec le fait de s'évader de Babylone, mais également la référence à Babylone la grande prostituée. Babylone la grande prostituée, c'est donc une entité démoniaque qu'on retrouve dans l'Apocalypse de Saint Jean et qui est en fait un condensé de luxure et de péché quoi. On a également Ashes of Luxury, donc là littéralement les cendres de la luxure. Et enfin de Evil That Men Do qui pour le coup symbolise vraiment le péché humain à l'état brut. Ce que je trouve terrible, c'est que il y a une double continuité à la fois dans la tracklist et dans la vraie continuité du déroulement de la Bible, parce qu'on commence par la Genèse, on enchaîne avec Escape from Babylon qui est donc la track numéro 6, et justement dans la Bible, le récit de Babylone se trouve dans la Genèse. Ensuite on a Ashes of Luxury qui correspond directement à la thématique de Escape from Babylon. Et enfin de Evil That Men Do, le fait de se rendre compte que l'humain en fait est fondamentalement mauvais, et ça revient à la Genèse, à la résurrection, et il y a une sorte de boucle infinie en fait. Ou en tout cas, naturellement, je vais donc commencer par m'intéresser à Genesis. Et si l'album débute de façon sordide sur les 12 paroles de Freddy Krueger, on est définitivement sur un morceau rédempteur et apaisant, qui est finalement révélateur du nouveau mindset de Scream et Robbie. Si pendant très longtemps les boys ont endossé le statut d'outsider, dans Genesis, ils font leur retour en étant adoubés par tous les attributs du succès. Et dans ce cas particulier, le titre Genèse est très bien choisi. Genesis c'est lent, contemplatif, aérien, et à l'image d'un sas de décompression, ça permet de nous faire progressivement rentrer dans l'album. Bien que selon Robbie, il n'y ait pas vraiment besoin de faire les présentations. Et d'ailleurs, vous remarquerez le magnifique sample du morceau Ugly. Et en parlant de sample, croyez-moi, il y en a beaucoup dans ce projet. On enchaîne avec Made Black, qui avec une durée de 4 minutes, figure parmi les morceaux les plus longs de toute leur discographie.
Bon, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce son. Premièrement parce que c'est l'un de mes morceaux favoris et parce que c'est tout bonnement un hymne à la gloire du Define Record. Et là, si t'es assidu, t'auras capté la ref à Second End de la Dark Glacier Saga. Sur Made Black, Scream et Ruby parlent très globalement de drogue et de sexe, à savoir les deux péchés qui leur ont causé le plus de tort. Et si lyricalement ça vole pas très haut, ça je vous l'accorde, la vibe du morceau est hyper enivrante. Cette prod on la doit évidemment à Scream, mais également à Sambo. Sambo, j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, c'est tout bonnement l'ingé son qui taffe avec la plupart des mecs du D59, donc très globalement les SB, Cheta, je crois qu'il taffe avec Chequel, et ce mec là finalement il a vraiment commencé à taffer avec les boys depuis ce que j'appelle la phase 2, donc depuis Stop Staring at the Shadow, particulièrement sur Manual from the Dead. Il a vraiment beaucoup épaulé Scream sur ce projet, et depuis en fait on le retrouve de manière assez récurrente sur tous les albums. Là la différence c'est qu'en plus de faire le mix, il a produit quelques prods, et Made Black en fait partie. Et bon d'ailleurs c'est très simple, si tu veux reconnaître les prods sur lesquels Sambo a taffé, bah en fait il y a tout simplement son tag qui est très reconnaissable. En tout cas, ce qui est pour le coup vraiment phénoménal avec Made Black, c'est qu'en plus d'avoir été teasé il y a quelques mois pour le nouveau drop de Sap du Define Record, bah c'est également le premier morceau à avoir été clippé depuis For the Last Time, soit le premier clip des Boys depuis presque 5 ans. Alors, je suis obligé de parler du clip, quel régal. Alors déjà, niveau esthétique et tout, moi je le trouve terrible. On est vraiment sur du OG shit, dans les rues de New Orleans, ça roule à vitre ouverte, ça clip devant la piscine, chez les darons, ça rappelle vraiment les tout premiers clips pour les Kid Yourself Saga, et putain c'est... oh mon dieu, quel régal. Alors évidemment il y a énormément de détails croustifondants, donc on a le retour du format VHS, les 9 mm pimpés en mode G59, les innombrables refs aux anciens morceaux, donc Jeffer Drive, Tulane, Elysian Field, les tableaux de I Want to Die New Orleans, les bagnoles aux jantes noires mat, donc Made Black pour le coup, le retour de l'horrible police gothique, et comme j'ai maté le clip au moins 50 fois au ralenti, j'ai pu dénicher quelques refs, notamment ça. Ce running gag est définitivement immortel. Et voilà, je vais m'arrêter là, mais évidemment les mecs, je pense qu'on est tous d'accord, le clip est absolument terrible. Et en fait ce qui me rend fou, c'est que malgré leurs 10 millions d'auditeurs sur Spotify, les mecs continuent de faire de l'artisanal. C'est produit par Scream et Sambo, on a toujours ce bon vieux Max Beck à la caméra, le montage est fait par Ruby en personne, ce qui fait qu'on retrouve vraiment cette patte à l'ancienne. Et pour finir, on a de magnifiques apparitions de la daronne de Scream. How much? You don't want to know. Yeah, I want to know. $500. Oh, that's cheap. What you mean that's cheap? 90 down the River Road is 500 something. Harvey, you for rent, his trailer, $400 something. Donc bref, je pense que la morale est simple et qu'il y a finalement qu'une seule chose à retenir. Bon, j'espère que vous avez accroché vos ceintures, parce que cette fois on va activer le moteur V12. Fucking your culture. Que dire. Non, vraiment, je préfère vous laisser. Bon, déjà, vous l'aurez remarqué, c'est évidemment la suite de Fuck Your Culture qu'on avait sur Stop Staring at the Shadow, qui était au passage également un bon banger, mais là on atteint des sommets. Et ce morceau-là, à la première écoute, ça a directement été mon préféré. Je vais vous donner mon top 3 à la fin de la vidéo comme d'habitude. Vous allez voir qu'il y a eu des petits changements, mais non, pour moi avec ce morceau-là, tout est parfait. Et déjà, je vous laisse avec cette phase qui est pour moi la meilleure de tout l'album. L'idée globale derrière ce morceau-là, c'est évidemment de littéralement pisser sur la culture mainstream et la société actuelle. En fait là les mecs, je suis arrivé à un stade où j'ai presque envie d'arrêter la vidéo et d'aller me réécouter cette dose en provenance de la rive nord. Ah ouais, $29. Ça transpire l'armure de gros chevaliers teutoniques et je suis persuadé qu'en l'an 1000, quand les croisés ont débarqué à Saint-Jean d'Acre, il y avait ce genre de conneries en fond quoi. Wallah, qu'ils viennent ces kleps de Babtou. Sur le Coran,
Ce que l'on fait dans sa vie On va leur niquer leur mère à ces fils de pute. résonne dans l'éternité. Le type déboule dans une ville, tout le monde a compris ce qu'il voulait dire. Il voulait dire vos gueules. Tu t'inscris pas au club foot, tu t'inscris pas au club ping-pong. C'est le club guerre en fait. Ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Bon, en tout cas, trêve de singerie, ça fait très plaisir de voir que Scream et Ruby ne déroge pas à la tradition, qui est donc d'avoir un gros banger gras dans chaque projet. On avait Fuck the Industry sur I Want to Die in New Orleans, Megazev sur Stop Staring at the Shadow, We Envy Nothing in the World sur Long Term Effect of Suffering, et on a désormais Fucking Your Culture sur Sing Me a Lullaby, My Sweet Temptation. En tout cas, avec ce morceau-là, j'ai exactement le même feeling que j'avais avec Materialism as a Means to an End sur le projet précédent. Je ressens la même brutalité, la même énergie, et j'ose même pas imaginer ce que ça va donner sur scène. Et hormis ça, je trouve que c'est méga stratégique d'avoir mis un tel banger en début d'album. Notamment quand tu vois que Genesis est assez faiblard. Ah oui, et pour terminer, encore une fois on a énormément de références cinématographiques pendant tout l'album. Et Fucking Your Culture se termine sur une petite ref à Jackie Brown, qui est ma foi tout à fait adaptée. Dial 59 and hit the pound. Okay, so I'll talk to you later. Après ce colossal pétage de crâne, retour aux fondamentaux. Pour moi là on est vraiment sur un morceau SB classic shit, c'est-à-dire que en fait pour eux c'est juste trop simple de faire ce genre de son. C'est organique, c'est solennel et c'est un morceau qui prend vraiment au trip. Et c'est vrai que le fait d'avoir ces visuels, donc on retrouve pendant l'écoute sur les applis de streaming ou même sur YouTube directement, ça renforce le côté cinématographique de l'album et je trouve que ça permet de mieux ressentir les vibes de chaque son. Alors histoire de s'intéresser un petit peu aux lyrics, donc déjà premièrement il y a évidemment une ref à 100 Blends qu'on retrouvait sur la Bud Dwyer saga. Là en fait la thématique principale ça va globalement être la remise en question après avoir connu le succès. Et finalement Scream et Ruby se rendent compte qu'ils sont pas forcément plus heureux avec le cash, la reconnaissance et tout le prestige qui va avec. Faz and Blend c'est donc une leçon de morale et je trouve que ça forme un parfait cordon ombilical avec le morceau suivant. Vous l'avez remarqué, ce morceau là il est très très planant. Je trouve qu'on a l'un des meilleurs couplets de Ruby sur l'album et globalement je trouve que la vibe est parfaite pour se remettre de deux sons qui étaient tout de même assez riches en émotions. Et c'est également l'occasion pour Scream d'aborder encore une fois son histoire avec Tori. Ça j'en ai encore une fois parlé dans d'autres vidéos mais rapidement pour réexpliquer. Tori c'est donc une ex de Scream qui l'a totalement manipulée, et notamment vis-à-vis de son argent. Et en fait, ce que cette meuf-là a essayé de faire croire à Scream, c'est qu'elle disait que sa famille essayait de lui piquer sa thune. Et en gros, peu à peu, elle a vraiment éloigné Scream de sa famille. Donc ça, justement, Scream en a pas mal parlé dans son album solo et dans Long Term Effect of Suffering. Donc je vais pas revenir trop dans les détails, mais voilà, du coup il aborde encore cette histoire et vous allez voir qu'une thématique très récurrente dans l'album, ça va être le fait que Scream va beaucoup parler de sa famille. Bon, en tout cas, une constante sorrow, c'est hyper fluide, c'est léger, ça passe tout seul. On a encore une fois des tonnes de samples et de références à des films, des séries. Et ça, je trouve que c'est un truc qu'on a particulièrement depuis cette phase 2, donc depuis Stop Staring at the Shadow. Et à chaque fois, ça permet d'amorcer le morceau suivant. Bon, Escape from Babylon, je vais être clair, c'était vraiment mon single préféré. Justement, bon, j'en ai parlé vite fait, mais j'ai fait une trad en français, c'est la première fois que je fais ça, c'est peut-être pas parfait, mais voilà, je vous invite à aller checker si ça vous intéresse. Et en tout cas, moi, ce son, je l'ai déglingué, je l'ai écouté énormément de fois. Naturellement, c'est un son qui parle essentiellement de meufs.
de Luxure. D'ailleurs, c'est peut-être pas le truc le plus smart de ma part d'avoir fait une trad de ce morceau-là parce que ça vole pas très très haut, on va pas se mentir. Mais voilà, je trouve que la vibe est phénoménale. Donc voilà, en gros, Scream et Ruby parlent de leur addiction au sexe, mais il y a quand même des phases assez intéressantes, notamment la fin du couplet de Scream, où de manière assez dégueulasse, il explique quand même que voilà, le frérot il a dépassé les 30 piges, il s'est fait plaisir en tournée machin, et peut-être qu'il aimerait bien se poser et avoir un gosse. Encore une fois, c'est une thématique qui est abordée par Scream à de multiples reprises dans l'album. La crise de la trentaine, la crise du boomer quoi. Et c'est intéressant justement parce que les SB ont souvent été catalogués comme des mecs juste des émo rappeurs à la con. Donc déception amoureuse, drogue, dépression et tout. Mais là du coup on voit qu'il y a quand même une certaine évolution et je trouve ça, ma foi, très intéressant. Et voilà, je le redis, mais Escape from Babylon, un sacré bijou. Même là en fait au sein de l'album, je prends tellement de plaisir à le réécouter. Et je trouve que la transition justement... Je parlais des transitions avec les rêves cinématographiques. Je trouve que la transition entre In Constant Sorrow et Escape from Babylon est terrible. Et ouais, j'ai oublié de le dire, mais je suis totalement fanatique du clip. Je crois d'ailleurs être tombé amoureux de cette meuf. Bref, ne nous emportons pas parce qu'on est déjà finalement à la moitié de l'album. Et il est grand temps de passer à Hatches of Luxury. Ce morceau-là, du coup, c'est clairement le plus court de l'album. Il dure 1 minute 38. Et comme ses deux prédécesseurs, c'est un morceau qui est très léger, très cloud rap dans la démarche. Et je trouve que c'est trop bien de faire des sons comme ça en milieu d'album. Et notamment pour ce projet-là, parce que je trouve que l'album est split en deux parties assez distinctes. Et Hatches of Luxury permet justement de les séparer. Bon, ça c'est un truc que j'avais réservé plutôt pour le bilan, mais je peux l'aborder là finalement. On a quand même une première moitié d'album, donc les 6 premières tracks qui sont très légères. Donc si on inclut Hatches of Luxury du coup, Genesis, Made Black, bon Fucking Your Culture j'en reparle pas, mais Jérusalem Type Beat. Mais voilà, hormis ça, après on a In Constant Sorrow, Escape from Babylon et Hatches of Luxury qui sont vraiment dans cette continuité très fluide. Les 3 morceaux d'ailleurs s'enchaînent hyper vite. Et à chaque fois d'ailleurs j'arrive au milieu de l'album sans vraiment m'en rendre compte parce que la fin de Hatches of Luxury ça amorce pour moi la deuxième phase qui est beaucoup plus... Alors j'ai pas envie de dire travaillée parce que les morceaux précédents sont travaillés, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a plus de profondeur, plus de matière. Et voilà, donc de toute façon on va y passer juste après. En tout cas moi c'est vrai que cette première moitié d'album, histoire de faire un pré-bilan, je la trouve vraiment parfaite. Il y a quelque chose de très élégant qui se dégage, très shiny, et ça colle d'ailleurs avec les visuels qu'on peut avoir, où t'as beaucoup de références religieuses évidemment. Et voilà, il y a quand même ce passage particulièrement qui me... Premier degré les gars, qui me fout vraiment le seum pour Ruby. Parce que c'est vrai que finalement on parle beaucoup de Scream. Donc voilà, Scream est sorti de Detox. Globalement tu vois que Scream est quand même un petit peu plus à l'aise sur scène. Il a tendance à se mettre un petit peu plus en avant et j'ai envie de dire tant mieux pour lui parce qu'il était tombé tellement bas que ce mec là on peut lui souhaiter que le meilleur finalement. Mais c'est vrai que bon, Ruby ne consommait pas autant que Scream, mais par contre ça a toujours été un très très gros consommateur de weed. Si je veux faire une allusion alimentaire, la conso de drogue de Scream c'était un buffet à volonté chinois. Là où Ruby c'était plutôt un resto italien avec comme ingrédient principal des pâtes. Et là, les pâtes, c'était la weed en fait. En fait, la vache, putain, la vache, c'était ma femme. Enfin voilà, en gros, Ruby explique clairement que avec sa conso de weed, en fait, il compense la sobriété de Scream. Donc c'est assez malheureux finalement. Entre temps, c'est vrai, bon ça j'en ai pas parlé parce que c'est un petit peu de l'actu people et je m'en branle totalement, mais c'est vrai que Ruby a pris pas mal de poids quand même. Et voilà, bon, je pense qu'il est pas aussi bien que Scream actuellement. Il est sur la bonne pente, mais voilà, je pense que c'est qu'une question de temps pour que Ruby revienne en mode pur Seven World Dragon. Et ça arrivera, j'en suis persuadé. Et je suis persuadé que quand ça arrivera, il va enfin nous drop son album solo. Et évidemment les gars, qu'il neige ou qu'il vente, je serai là pour en faire une analyse. En tout cas, le fait d'avoir Hatches of Luxury en milieu d'album, c'est très smart, surtout quand tu vois ce qui nous attend juste après.
gros sample de Coopstack Nika, prod mystique, paroles hyper incisives. Resistance is Useless, pour moi, c'est l'un des ovnis de l'album. Dans la démarche d'ailleurs, ça me rappelle beaucoup New Profile Peak. Je sais pas, ça me fait penser à des vieux téléfilms des années 80. Je trouve que c'est un morceau qui est hyper réussi et qui est hyper riche. Lyricalement, on a droit à des punchs très pertinentes et très drôles. Et encore une fois, je trouve que le visuel est vraiment top. D'ailleurs, ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a une vraie contradiction entre la vibe de l'album, qui est assez envoûtante et qui est tout de même assez légère, en comparaison aux lyrics, qui sont vraiment aiguisés, et au visuel. Et voilà, pour moi les boys, c'est vraiment les pros pour faire ce genre de truc schizophrène. Et Resistance is Useless, c'est vraiment une très très bonne surprise, et je le place facilement dans le top tier de l'album. Bon, dans mon analyse de Long Term Effect of Suffering, je m'étais longuement attardé sur Ugliest. La grosse particularité de ce son, c'était évidemment l'influence boom bap. Et après avoir longuement discuté avec certains d'entre vous sur Instagram, ce qui ressortait globalement de nos discussions, c'était que Ugliest avait vraiment beaucoup plu. Et ça, je pense que c'est un constat unanime pour tous les fans du Defiant Record. Et bah, figurez-vous que ces jeunes salopards ont réitéré avec un nouveau morceau qui transpire les bas-fonds de Brooklyn. Bon, vous l'aurez capté, on a un sample de ce gros Notorious Big, et pas n'importe lequel, parce qu'il s'agit de Suicidal Tough. Et le fait qu'en plus de ça, les boys aient nommé leur morceau Eulogy, ce qui veut donc dire éloge funèbre, c'est pas anodin parce que ce son-là, c'est une pure descente aux enfers. Particulièrement pour Scream, qui du coup va se remettre dans la peau d'un junkie et qui ressombre dans ses vieilles habitudes. Ce qui est d'ailleurs vraiment horrible, et là encore une fois peut-être que j'extrapole et que j'invente des trucs, mais je trouve qu'il y a une certaine continuité même dans le storytelling de l'album, parce que du coup, souvenez-vous, dans la track numéro 6, donc Escape from Babylon, on estime que voilà, Scream et Ruby s'échappent de Babylone, donc ils s'échappent à la fois de la ville de Babylone, qui est finalement réputée pour être une ville de pêcheurs. On se remplit la panse, c'est l'excès, le péché dans la Babylone, hein, devant le veau d'or. Tu me vois toute cette volaille de chez Papa le raciste à 29 $, € le poulet, les petits putains de légumes coupés, les patates. Et en fait, seulement 3 morceaux plus tard, ils finissent par retomber dans le cœur névralgique du péché. Parce que vous aurez remarqué que Scream mentionne Sodome et Gomorrhe en disant que voilà, il se complaît dans le confort et dans la débauche finalement. Évidemment, il faut pas tout prendre au premier degré, mais dans les faits, c'est un petit peu un constat d'échec et c'est assez attristant. Bon, sinon sur le plan purement musical, le morceau est évidemment très très bon. Ça, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ça va très bien marcher et que ça va être un des morceaux les plus streamés. C'est OG, oppressant, lourd, massif et... merde, qu'est-ce que c'est plaisant à écouter. No matter which direction I'm going, I'm never chasing this house. Les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Ce titre, qui est ma foi relativement long, est selon moi le deuxième ovni du projet. Et si jusqu'à maintenant on était sur des morceaux BPM relativement lents, là on est sur un truc de jeune gamin hyperactif. Cette atmosphère hyper épileptique, elle vient pas de nulle part, étant donné qu'on retrouve ce bon vieux Sambo à la prod. Encore une fois, aux côtés de Scream. Vous connaissez Scream, il délègue jamais son travail, et voilà, même s'il taffe avec des mecs, les mecs sont en coprod, mais le producteur principal reste évidemment Scream. Bon, par contre, j'ai un petit peu fouillé les crédits, et ce qui est très perturbant, c'est que ce morceau-là s'assemble d'un morceau de Juicy J. Mais c'est pas le pire, parce que figurez-vous que Scream plagie presque au mot près une line de Juicy J. Oui, et du coup, puisque je suis un petit peu dans la partie crédit technique, maintenant c'est une habitude, mais pour ceux qui n'auraient pas trop suivi les derniers projets, vous entendez sur quasiment toutes les tracks ce tag, qui est donc tout bonnement le nouveau tag de beatmaker de Scream.
qu'il a mis en place depuis son album solo. Voilà, je clôture la partie technique. Sinon, concernant ce morceau du coup, déjà musicalement je le trouve tout bonnement hyper efficace, c'est hyper énergique et c'est vraiment ce dont on a besoin en fin d'album. Deuxièmement, c'est encore un colossal hymne au G-Famian Record et également au secteur 504, qui est donc le code postal de la zone de la Nouvelle-Orléans. Et pour finir, on a un schéma hyper inhabituel pour les SB. Globalement en fait, il faut savoir que Scream et Ruby ont toujours eu un schéma très simple et qu'ils ont usiné et qu'ils ont répété sur chacun des projets, à savoir couplet, léger refrain, couplet. Évidemment, le couplet alternant entre soit Scream, soit Ruby. Là, on a donc un double couplet de Scream et de Ruby. Donc ça, encore une fois, c'est un truc qu'ils font depuis quelques temps. Ce qui est pas mal, c'est que ça permet d'avoir des morceaux un petit peu plus longs du coup. Et ça permet également d'avoir une sorte de passe-passe entre Scream et Ruby, ce qui ajoute directement un côté très dynamique. Et pour finir, on a un ego trip complètement débile. Donc de mon côté, c'est validé avec l'approbation du gouverneur. Ah ouais, je vais te faire une visite téléguidée. Mais malgré la qualité de ce que nous servent les boys actuellement, on peut être en droit de se demander si leur musique n'était pas meilleure en 2015. Suicide Boys Were Better in 2015, c'est l'incarnation d'une sorte de running gag qu'il y a depuis pas mal de temps. En fait, c'est la tirade éternelle qu'il y a pour globalement tous les artistes. Le discours de boomer, de dire que voilà, c'était mieux avant et que ce qu'ils font actuellement, c'est plus pareil, donc c'est de la merde. Ça, malheureusement, c'est un discours que beaucoup de fans des SB ont. Et là, visiblement, Scream et Ruby ont décidé de prendre ça au second degré et de faire au passage un clin d'œil à la première ligne de Kill Yourself Partie 3, qui est encore actuellement leur morceau le plus streamé et qui fait donc partie de la mixtape My Liver Will Handle What My Heart Can't, qui est au passage ma préférée. Un projet qui a donc été drop en 2015, vraiment dans cette période d'effervescence où ils ont drop, je sais plus, genre 5 mixtapes et 20 EP la même année quoi. Qui pour le coup est très intéressant, c'est que Scream ne reprend pas au mot près la première ligne de Kill Yourself, parce que cette fois elle explique que pour affronter ses problèmes, il n'aura pas besoin de drogue et qu'il fera en étant sobre et en étant pleinement conscient. Ce qui est révélateur d'une bonne prise de maturité et d'un vrai changement d'état d'esprit. Mais vous réjouissez pas trop vite parce que là, Scream et Ruby sombrent vraiment dans les abysses du passé en nous dévoilant le morceau le plus larmoyant du projet. Et au passage, on a ce dialogue à la fin avec un mec qui parle à un prêtre. God only gives us as much suffering as we can endure. Donc voilà, on est totalement dans du Suicide Boys classic shit. Enfin, c'est vraiment le genre de son qu'ils auraient pu faire à l'époque. Et voilà, c'est vrai qu'on s'y tromperait presque parce que ils reprennent vraiment leur ancien flow. Et notamment ce passage de Ruby qui c'est littéralement du SB 2015. Sauf que la différence notable, c'est que cette fois, c'est essentiellement du make-up. Car depuis cette période, leur vie a drastiquement évolué, dans le bon sens du terme, et du coup on peut un peu voir ce morceau comme un barreau d'honneur, qui permet de montrer que voilà, peu importe ce qui arrive dans leur vie, les mecs sont intestables. En tout cas voilà, je pense que pour le coup c'est un morceau qui a mis vraiment tout le monde d'accord. Déjà plus que 2 tracks dans le chargeur, et à mon plus grand regret, on arrive sur le seul point noir de l'album. Bon, Unlucky c'est la suite directe à Lucky Me qu'on avait sur Eternal Grey. Et ça me fait vraiment chier pour le coup parce que Lucky Me était un de mes morceaux préférés d'Eternal Grey. Et je trouve que la suite n'est malheureusement pas à la hauteur. Ce morceau-là, il est quand même dans une vibe relativement solaire. C'est typiquement le genre de vibe qu'on a sur le début du projet, et ça marque d'ailleurs une césure totale avec les 3-4 morceaux qu'on a eu précédemment. Du coup, dans Unlucky, Scream et Ruby évoquent simplement les retombées engendrées par le succès, et ça de façon très légère, toujours avec une pointe de cynisme et de mépris pour le succès et la reconnaissance. Alors à la limite, il y a cette fulgurance de Scream que je trouve vraiment intéressante.
Mais hormis ça, la prod me procure absolument rien. Je trouve ça très artificiel, très générique. Le sample me saoule, tout simplement. Et en vrai, je comprends totalement l'ambiance qu'ils ont voulu dégager. Truc un petit peu 90s en Cadillac. J'aurais bien vu Rochi faire ce genre de cam. Mais je sais pas, je trouve que c'est... En vrai, je sais pas les gars, moi c'est pas un morceau qui me parle tout simplement. J'ai presque envie de dire que c'est un morceau qui m'emmerde. Et pour le coup, j'ai vraiment peu d'explications. J'ai le même syndrome avec 5 Grand at 821 dans le dernier album. Et à mon plus grand désarroi, c'est malheureusement la seule track que je vais pas mettre en playlist. Mais malgré tout, je tiens quand même à dire que j'adore ce que raconte la grand-mère de Scream et Ruby à la fin du morceau. You can have some gumbo and roast, sending love and hugs, and maybe one day we can go bowling. Love, Granny. Bon, pour terminer, il est grand temps de relâcher la bête à 3 têtes. The Evil That Men Do. Que dire? Alors, ce morceau-là, du coup, c'était le premier single pour annoncer Sing a Lullaby My Sweet Temptation. Déjà, en fait, de prime abord, moi, ce morceau-là, je le trouvais dégueulasse en termes d'esthétique. Et ça m'a fait très très peur pour l'album. Parce que déjà, la police d'écriture en mode Python, je trouve ça ignoble. Le personnage est horrible. Je sais pas, c'est moche, les couleurs sont ignobles. La pochette est abominable. Donc, premier contact avec ce morceau... plutôt négatif. Par contre, un truc qui me plaisait quand même, c'est le titre qui fait référence à, selon moi, l'un des meilleurs morceaux d'Iron Maiden. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je vous ai dit qu'il y avait 2 ovnis dans l'album, et en fait, je vous ai menti. C'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? C'est quoi cette merde? Parce que pour le coup, The Evil That Men Do est un morceau hyper particulier. Et ça, c'est encore une fois un truc que j'ai remarqué en discutant avec vous sur Instagram. Et là où d'habitude, j'ai l'impression qu'on a une communauté plutôt fédérée et que... Bon, après, les boys nous dropent de la bonne cam, donc évidemment, on est relativement content à chaque fois. Et là, c'était vraiment 50-50. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas pris le morceau et je peux tout à fait le comprendre. Moi, pour le coup, c'est un morceau qui m'a laissé un petit peu de marbre au début. Et je savais pas vraiment comment le classer. Enfin, c'était... je sais pas, très bizarre. Ce qui fait que je me suis vraiment rattrapé sur Babylone. Mais finalement, maintenant que je peux réécouter l'album entier et retomber naturellement sur The Evil That Men Do, je me rends compte que c'est un morceau que j'aime beaucoup. Ouais, la prod est méga imagée. Premièrement, j'imagine les égouts des Tortues Ninja. Mais qu'est-ce qu'il me raconte là, ce fils de... Avec de la condensation partout. Ce gros Donatello qui fait du skateboard dans des égouts pourris. Deuxièmement, le petit piano me régale et me fait penser au pianiste dans Red Dead. Le fait est que voilà, la prod est hyper riche. Bon, on retrouve également une grosse influence boom bap dans la manière de poser. Il y a également ce schéma de double couplet. Donc voilà, en soi, on est sur un morceau qui est pas du tout conventionnel. L'ambiance est hyper étrange, c'est rempli de samples. Et d'ailleurs, pour moi, c'est probablement le morceau le plus intéressant sur le plan lyrical. Et franchement, les gars, ça regorge de références et de magnifiques punchlines. On a notamment celle-ci de la part de Ruby, qui est une de mes préférées de l'album. Donc voilà, du coup, Evergreen étant la compagnie qui a bloqué le canal de Suez pendant plusieurs jours. Donc voilà, il y avait eu un gros drama, tout ça. Donc je trouve la punch absolument énorme. Et sinon, concernant Scream, il y a celle-ci que je trouve, pareil, très imagée et marquante. Enfin, l'album se termine sur l'invocation de tous les membres du Defiant Record. Étant donné que Ruby termine son couplet en lâchant un SO, ville natale de tous les membres du crew, donc évidemment New Orleans pour les SB et Cheta, San Francisco pour ce bon vieux Ramirez, LA pour Checkwell, Atlanta pour Germ et Ottawa pour Night Level. Avec Sing a Lullaby My Sweet Temptation, Scream et Ruby sont parvenus à atteindre, et même dans une certaine mesure à repousser la limite mise en place par leur dernier album. Une limite qui, autant le dire, était basée sur des standards très très hauts, et que personnellement je pensais inatteignable. Ici, le buffet est très chargé et doté d'une diversité rarement égalée dans un projet des Suicide Boys. En 36 minutes, on passe par un véritable roller coaster d'émotions, rempli de bangers, de souvenirs nostalgiques et de morceaux innovants.
Et c'est bien là tout le génie créatif des Boys. En plus d'avoir une identité musicale hyper marquée, ils arrivent à rider sur une infinité de sonorités. Cette compétence, elle est évidemment due aux multiples flows qu'ils ont pris le soin d'affiner lors de leurs 46 putains de projets précédents. Et c'est vrai que j'en ai très peu parlé parce que pour moi c'est assez évident, mais là, ça y est. La phase finale est enclenchée, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tous les deux pleinement trouvé leur style. Pour Ruby, c'était assez clair depuis le début, et pour moi, il a atteint son plein potentiel à partir de I Want to Die New Orleans. Concernant Scream, ça a été beaucoup plus compartimenté, il y a eu différents screams on va dire. En tout cas, je vois un vrai glow-up depuis le scream de Stop Staring at the Shadow qui était vraiment encore très hésitant et assez approximatif. Sing You Lullaby My Sweet Temptation, pour moi ça s'inscrit donc dans la digne lignée des deux projets précédents, et j'ai même envie de dire que ça les surpasse. Alors évidemment il est trop tôt pour juger, d'autant que j'ai un réel amour pour Long Term Effect of Suffering, mais voilà, je vais laisser le temps faire et... En tout cas, j'ai une réelle affinité avec ce nouvel album. Du coup, on arrive à l'horrible phase du top 3. Là, je vais pas vous mentir les mecs, ça a été très très compliqué. Autant d'habitude, j'arrive toujours à... C'est quand même assez clair dans ma tête et j'arrive toujours à départager 3 tracks, mais là, ça a été un vrai calvaire. Et en fait, il y en a 5 pour moi qui sont vraiment exceptionnels. Coup de cœur instantané sur Thousand Blondes. Pour moi, c'est un vrai bijou ce morceau. Deuxièmement... Je vais essayer d'être assez complet. Là, j'ai donné du coup un morceau classique shit dépression. Deuxièmement, bon bah du coup, bien évidemment, Fucking Your Culture. Et troisièmement, là c'est très compliqué parce que j'ai un réel dilemme entre Escape from Babylon, qui était mon coup de cœur depuis le début, Made Black, d'autant que maintenant avec le clip, je trouve que ça rajoute quand même quelque chose. Et du coup, Resistance is Useless, qui est vraiment un très gros coup de cœur pour moi. Honnêtement, je pense que c'est la première fois que je suis incapable de faire un choix. Allez, pour la vidéo, on va dire Thousand Blunts, Fucking Your Culture et Made Black. Ou peut-être, en vrai, il y a peut-être moyen que j'inverse Thousand Blunts avec Escape from Babylon. Je sais pas les gars. Écoutez, je vais rajouter ça au montage, je vous confirmerai, du coup ça va me laisser une bonne petite semaine pour cogiter un peu. Mais quel enfer. Bon, quoi qu'il arrive, on est selon moi sur leur album le plus cohérent en termes de DA. Parce qu'en l'espace de 3 projets, ils sont parvenus à faire des visuels leur nouvelle marque de fabrique. Et ça, perso, c'est un truc dont je suis totalement fan. Et à défaut de ne plus pouvoir me rassasier des covers des Kill Yourself Saga, au moins j'ai ces petits visuels qui me permettent de tenir le choc. Et d'ailleurs c'est vrai qu'ils ont également utilisé des visuels pour le projet de Cheta. Donc voilà, c'est un truc qui à mon avis va devenir très récurrent pour le Defanian Record et je trouve ça super. Mais en dehors de l'aspect purement musical, intéressons-nous un petit peu plus à Scream et Ruby. Ces deux mecs, en 2015, on aurait juré qu'ils finiraient par faire une overdose dans un caniveau de New Orleans pour finalement connaître un léger succès posthume pour un public de niche. Bon, j'adore le sexe. Salut Christian, on se retrouve après. Finalement, les Suicide Boys, pour moi, c'est la plus belle métamorphose qui m'ait été donnée de voir dans l'industrie de la musique. Et c'est une des raisons qui fait que j'admire autant ces mecs et j'ai un profond amour en fait et profond respect pour ces deux loupards quoi. Très honnêtement, je suis hyper fier de ce qu'ont réussi à accomplir ces mecs et ce qu'ils ont réussi à m'apporter dans ma vie. C'est quelque chose qu'aucun autre artiste n'a su m'apporter. Et voilà, je vais pas tomber dans un discours larmoyant ou quoi, mais j'ai un respect ultime pour ces mecs. Parce que comme vous tous finalement, et je pense que c'est ce qui fait vraiment leur force, c'est qu'ils arrivent à toucher des points intimes. Et aujourd'hui à nous prouver que voilà, avec de la persévérance, avec du travail, on peut s'en sortir. Voilà les mecs. Et je vais être honnête. J'ai jamais passé autant de temps sur une analyse et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Je suis d'ailleurs désolé parce que j'ai été assez inactif ces derniers temps. Justement pour travailler cette vidéo, j'ai fait en sorte de pas trop m'inspirer d'autres influences, donc j'ai pas voulu trop checker d'avis sur l'album ou quoi que ce soit, histoire d'avoir une vision vraiment nette et qui provient uniquement de ma perception. Et en tout cas voilà, bon vous l'avez compris, moi j'ai tout bonnement adoré l'album. Le seul reproche que je peux faire finalement c'est le petit fail on va dire sur la fin du projet avec Unlucky que je trouve faiblard et finalement The Evil That Men Do que j'aime beaucoup, je l'aurais vraiment plus vu en milieu d'album, genre gros pilier milieu d'album plutôt qu'en dernier tracks, et c'est vrai que j'aurais préféré terminer sur un morceau émotif et plus intime comme The Number You Have Dialed sur Long Term Effect, mais bon
Mais bon, soyons plus sérieux. Ça reste un détail et globalement je suis très très satisfait de l'album. Enfin pour moi c'est un no skip total jusqu'à Unlucky du coup. Donc voilà, en tout cas je vais éviter de trop m'éparpiller en conclusion. J'ai quand même parlé pendant très longtemps, donc ce qui m'intéresse maintenant c'est d'avoir votre avis. Les gars, donnez-moi votre top 3 dans les commentaires. Je sais que c'est très très compliqué. Et donnez-moi votre avis global sur le projet. Donc après voilà, sinon ce qui est un petit peu frustrant quand même c'est que moi j'aimerais vraiment vous détailler toutes les punches, toutes les phases, rentrer vraiment encore plus dans les détails. Mais il faut quand même que la vidéo soit un minimum digeste. Déjà honnêtement à ce stade de la vidéo mec, si t'es encore là c'est que t'es vraiment bon. Rapidement du coup j'en profite, là c'est vraiment le moment opportun. Il y a quelques mois j'ai refait toutes mes playlists Spotify. Donc en fait globalement chacun de mes documentaires a une playlist qui est associée. Et naturellement j'ai fait une playlist pour les boys. Deuxième petit truc, c'est très rare, mais les SB ont accordé une interview. C'est simplement un article qui est paru du coup chez Alternative Press, donc un média qui parle de, comme son nom l'indique, de culture alternative. Et honnêtement, c'est très intéressant. Finalement, les mecs ne parlent pas tant que ça de musique. L'album, au final, c'est plus un prétexte pour parler de Ruby et Scream sur le plan intime et personnel. Donc c'est méga intéressant du coup d'avoir leur avis, de connaître un petit peu plus leur nouveau mindset. Et voilà quoi, je trouve ça trop motivant en vrai. Troisième truc, le live Rolling Loud. Et là pour le coup ça matérialise ce qu'ils disent dans l'interview parce que là tu ressens l'énergie et tu vois qu'ils sont pleinement heureux. Au passage, pour ceux qui l'auraient pas vu, allez checker mon gros documentaire sur Kendrick qui dure plus d'1 heure, qui est la vidéo de très loin la plus longue de la chaîne, qui est d'ailleurs explicative de mon absence pendant plusieurs mois. J'ai tendance à étirer mes formats. Malheureusement c'est pas une bonne idée vis-à-vis de l'algorithme, mais bon. Arrêtez! Voilà les mecs, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin. Et là pour le coup, je vous demande vraiment de bombarder les likes, les commentaires, les partages. Et puis accessoirement, si tu veux que je continue ce genre de vidéos, qui me font du coup quand même empiéter sur mon taf et tout ça, et qui me font coucher à pas d'heure, bah voilà, un petit like ça coûte pas grand chose. Bref, c'était Spartak, donne-moi ton avis sur Single Lullaby My Sweet Temptation en commentaire, n'oublie pas le petit like, l'abonnement, d'aller checker mon compte Instagram, continue de streamer l'album au maximum, G59 jusqu'à la mort, et moi je te dis à la prochaine. Oh, it was hard. That was hard. That was hard, mate.